Bonsoir Olivier Pollard. Bonsoir. Je vous reçois ce soir pour que vous nous présentiez votre ouvrage Les Brestois dans la guerre, paru ce mois-ci aux éditions Dialogue. Un ouvrage richement illustré dans lequel vous nous racontez le quotidien des Brestois pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'il est né ce livre et en quoi il était nécessaire? Alors, être nécessaire, je ne sais pas, j'espère qu'il va plaire en tout cas. C'est né un peu par hasard de photos que j'ai vues sur le site des archives municipales de Brest, des photos d'Henri Chalois, qui était le grand photographe brestois des années avant-guerre, juste après-guerre. Et ces photos de Brest totalement rasées en 1940, à la fin de l'année 44, c'est un des premiers à rentrer dans Brest et il prend des photos saisissantes des ruines. Et voilà, elles sont en ligne, mais elles ne sont jamais parues. Et je trouve, il y avait déjà des photos moi, qui me parlaient vraiment beaucoup. Et donc, j'ai tourné autour de cette bataille de Brest, j'avais envie d'en savoir davantage. Et je suis allé interviewer des personnes qui ont connu le siège, qui ont vécu cette bataille de Brest dans les alentours. Voilà, qu'est-ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là. Et c'est chez une dame, Madame Le Goualch, la femme de Jean Le Goualch, l'historien brestois, que j'ai trouvé ce texte dans ses archives. Ça m'a permis de fouiller, de trouver un dossier Brest 44. Et il y avait les photocopies d'un récit, d'un personnage qui était resté dans Brest pendant la bataille de Brest et qui racontait tout au jour le jour. Le témoignage de Stéphane Massé, donc, voilà, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi Brest était-elle une cité stratégique dans la Seconde Guerre mondiale? Alors, ouais, l'histoire de Brest, elle est liée... le Brest d'aujourd'hui est lié à ces événements tragiques de 1944 qui ont entraîné la reconstruction et une recomposition de la ville. On a tous un sentiment d'avoir perdu quelque chose à ce moment-là. Et oui, Brest était le grand port atlantique en 1940. C'était la flotte brestoise, la flotte atlantique était concentrée ici. C'était un point stratégique très important. Et donc dès 1935, on savait que les risques étaient grands de se faire bombarder, puisque contrairement à la Première Guerre mondiale, les bombardiers, c'est une grande nouveauté de l'époque, des années 30. Et que même si le front était éloigné, on pouvait recevoir des pluies d'obus. Et du coup, la défense passive se met en place dès 1935 à Brest. On sent le danger qui est en train de monter avec l'Allemagne. Et donc, les Allemands vont foncer sur Brest une fois la bataille de Dunkerque gagnée. Ils sont là dès le 18 juin 1940 pour prendre Brest parce qu'ils savent bien que l'Angleterre va résister et que ce port de Brest peut être la clé pour détruire l'Angleterre. Alors tout à l'heure, Olivier Pollard, vous parliez du témoignage de Stéphane Massé. Qu'est-ce qui révèle ce témoignage? C'est un témoignage complètement fou parce que moi j'avais jamais... on connaît la bataille de Brest, certaines images, quelques témoignages, souvent a posteriori, mais là on a le témoignage de quelqu'un qui nous fait vivre de l'intérieur cette bataille de Brest dans Brest. Et c'est quelqu'un qui a écrit bien, qui a écrit le texte juste après la libération. C'est-à-dire que le texte est entièrement fini en janvier 1945, alors que la guerre n'est pas encore finie. Et donc c'est tout frais. Il donne beaucoup de détails sur les lieux où il est allé. Il était dans le renseignement, il était dans la FFI au niveau du renseignement. Et donc son récit est très bien renseigné parce qu'il y a tous les endroits, les noms des personnes, ce qu'il a vécu, qui il a rencontré. Voilà, et il a vécu des aventures incroyables pendant ces 6 semaines de siège. Il a vécu quelque chose de complètement fou. Je ne pensais pas que la bataille avait été d'une intensité aussi forte. Et lui nous décrit vraiment les choses parfaitement. Durant la période de cette Seconde Guerre mondiale, quels seront les principaux mouvements de résistance qui vont naître à Brest et comment est-ce qu'ils vont se développer? Alors la résistance, elle naît dès l'année 40, à la fin de l'année 1940, à Place Guérin, au patronage catholique de la Place Guérin. Il y a un groupe de résistants qui se met en place sous la direction de Louis Lély. Et ces premiers résistants-là vont tenter de créer une sorte de petite armée secrète, pour faire des attentats. Mais c'est tout nouveau, ce sont des civils pour beaucoup, ils n'ont pas l'entraînement militaire. Et ils vont être très rapidement, ils vont plus pouvoir nuire. Ce sont les 11 martyrs. Voilà. Et parmi les premiers résistants français, vous avez ce groupe de Louis Lély. Et ensuite, c'est surtout une résistance qui va être liée au renseignement. Parce que les Anglais
ont besoin des renseignements français pour pouvoir nuire aux Allemands le mieux possible. Et donc c'est vraiment une action de renseignement. Là aussi, il y a des réseaux qui vont être décapités. Voilà, la résistance va devoir se reformer à 3 reprises. Et la résistance qu'on va avoir avec les communistes, la résistance communiste, parce que Louis Ulysse, c'est un gaulliste. Dès le départ, dès fin 40, c'est un groupe vraiment purement gaulliste. Et là, ça va être une action de nuisance contre la base sous-marine, puisque les premiers bombardements, c'est lié à la présence de croiseurs allemands qui étaient en réparation à Brest. Et ensuite, une fois qu'ils seront partis, ce sont les sous-marins qui sont un danger énorme pour le ravitaillement anglais et qui peuvent faire basculer la guerre. Et donc, ça va être des sabotages pour beaucoup. Voilà. Quel est le bilan de cette Seconde Guerre mondiale en termes matériels et en termes humains pour la ville de Brest? Alors en termes humains, la bataille de Brest, c'est plus de 10 000 morts. On compte à peu près moitié d'Allemands, moitié d'Américains, sans parler des FFI et des civils français qui sont morts pendant la bataille. Donc il y a à peu près 500 Brestois sur les 2000 qui sont restés dans Brest, 2000, 2500, c'est pas trop. Il y a eu au moins 500 victimes. Après, comptabiliser précisément, c'est difficile, mais grosso modo, c'est ça. Et au niveau des destructions, c'est 80% de la ville. Les seuls quartiers qui ont été épargnés, c'est un petit peu Saint-Martin, puis il faut aller jusqu'au 4 Moulins Saint-Pierre. Mais tout le bas de recouvrance et tout le quartier Siam entièrement, le bas Jaurès, ont été rayés de la carte. Entre les bombardements et les bombardements, les tirs d'obus aussi, qui étaient incessants, et les incendies que les parachutistes allemands ont procédé à beaucoup d'incendies. Tout ça, c'est ce que Stéphane Massé raconte. Il a vraiment une dent contre les Allemands par rapport à ces destructions, parce que lui, il prend ça pour des actes gratuits, et sans doute que c'était pour gêner les avions en piqué américains, pour gêner la progression américaine. C'est pour ça qu'il mettait le feu un peu partout. Mais bon, voilà, les destructions, elles sont à la fois américaines et allemandes. Et puis ils ont tout fait sauter, tous les quais du port de commerce, tout a été dynamité. Ce qui est étonnant, c'est la résistance allemande, alors que la ville était, de toute façon, ils faisaient sauter toutes les infrastructures et la ville, ils la rendaient inutilisable pour l'armée américaine. Et les Américains auraient pu attendre que les Allemands se rendent et faire le siège, mais il fallait que les Allemands résistent pour retenir l'armée américaine en Bretagne, une partie de cette armée américaine. Et les Américains voulaient casser le moral allemand et prendre la ville le plus vite possible. Mais voilà, personne ne s'attendait à ce que la bataille soit si intense. C'est la deuxième bataille de France après le débarquement de Normandie, en termes de moyens engagés et de pertes des deux côtés.